Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, afin d'aborder ensemble la suite de notre séminaire consacré à l'histoire de cette grande nation musulmane qu'est l'Empire ottoman, Ad-Dawlat al-Uthmaniyya. Ce séminaire qui est organisé par donc, le Jardin des Jeunes, et je remercie une fois de plus donc, les responsables de la mosquée Al-Khalil pour leur accueil et pour leur permission de pouvoir accomplir ou organiser plutôt ce séminaire dans cet endroit. Alhamdulillah. Le séminaire précédent était consacré à l'acte 2, ou à la première partie de l'acte 2, donc de l'histoire de l'Empire ottoman, qui s'intitule « Les sultans fondateurs ». Nous avons vu ensemble les premiers sultans, que sont Uthman, Ghazi, et ainsi que Orkhan. Et je rappelle en passant une devise qui doit toujours nous accompagner, qui doit nous habiter lorsque nous découvrons l'histoire, lorsque nous l'étudions, c'est que connaître son histoire, c'est savoir d'où on vient et où on va. Connaître son histoire, c'est une devise qui doit être un principe qui nous habite et qui nous anime. Connaître son histoire, c'est savoir d'où on vient et où on va. Très important. Donc, lors de notre cours précédent, lors de la première partie de l'acte 2, je rappelle, intitulé Les sultans fondateurs, nous avons fait la découverte de Uthman al-Ghazi, qui est le fondateur de la dynastie ottomane. D'ailleurs, la dynastie ottomane porte son nom, ottoman, donc Uthman. Aussi, Orkhan, son fils, qui lui succédera, poursuivra et continuera l'œuvre de son père. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons découvrir ensemble le troisième sultan qui est Mourad Ier. Je l'ai dit lors du cours passé, Mourad, le prince Mourad, l'Amir Mourad, à la base, il n'était pas, entre guillemets, prédestiné à succéder à son père. Parce que il y avait un autre frère qui s'appelle Sulayman. C'était lui qui était initialement prévu pour succéder à son père à la tête du trône donc, ottoman. Or, comme vous le savez, nous l'avons vu lors du cours passé, Sulayman donc, est décédé accidentellement. Et avec sa mort, donc, son père n'a eu de choix que de choisir et de désigner son autre fils, donc Orkhan. Mais ce qu'on a retenu surtout lors du cours passé, c'est quoi? C'est premièrement le passage de ce clan familial nomade, Ashira, comme on l'appelle en arabe, l'Ashira, le passage de ce clan familial nomade en une principauté dotée d'un territoire et d'une administration, donc centrale. Tout comme aussi, parmi les grandes réalisations de ces deux hommes, de ces deux grands fondateurs, nous avons la création de la plus haute autorité juridique, administrative et politique, qui était le diwan. D'ailleurs, le mot, je l'ai dit, la fois passée, le mot divan vient de ce mot-là, diwan. Et les Arabes, bien sûr, les musulmans arabes, entre guillemets, ont été les premiers à l'utiliser. À l'époque de Omar ibn Khattab, on parlait déjà de diwan al-Jund, qui était une administration qui s'occupait donc de l'armée, du financement des campagnes, des soldes à remettre aux soldats, etc. Donc Omar ibn Khattab passe pour être l'organisateur donc, de l'État musulman, et le diwan était présent aussi dans les autres dynasties, à savoir les dynasties Omeyyades, Abbasides, Seldjoukides, etc. Les Ottomans donc ont mis en place cette autorité qui est l'autorité centrale du pouvoir. C'est le plus haut conseil de l'État, où le chef de l'État siège avec ses ministres, avec ses commandants de l'armée, et ensemble ils discutent et gèrent les affaires de l'État à tous les niveaux. Également parmi les moments forts de cette histoire, ou de l'histoire de ces premiers sultans, c'est
la fondation des janissaires. Vous vous souvenez, les janissaires représentent cette troupe d'élite, la mieux entraînée, la mieux armée de l'époque. Les janissaires, en arabe, l'inkisharia. Les janissaires est un mot francisé qui tire son origine de l'appellation turque, donc Yennisheri, qui signifie nouvelle troupe, nouvelle armée. C'est l'armée du sultan. Elle est liée à lui directement. Il y avait une armée régulière et à côté de ça, il y avait les janissaires qui étaient la force de frappe donc, de l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, cette troupe d'élite va faire trembler, comme nous l'avions dit lors du cours passé, va faire trembler l'Europe pendant 4 siècles. Pendant 4 siècles, les nations européennes vont avoir peur de cette armée qui est hautement disciplinée, qui est hautement entraînée et très bien organisée. D'ailleurs, le fruit des conquêtes ottomanes, dans la plupart des territoires, reviennent à cette troupe d'élite, les janissaires, mais malheureusement, cette troupe va connaître à son tour la décadence et le déclin. Elle sera minée par la corruption, elle va se mêler des affaires du palais, elle va instituer des sultans, elle va en destituer d'autres, elle va participer malheureusement à des complots. Ça, c'est la déchéance de cette troupe d'élite. Et je vous le disais la fois passée, on peut se faire une image et une idée de l'état où est arrivé les janissaires dans leur période de décadence à travers ce roman écrit par cet Anglais, donc Jason Goodwin, qui a écrit un livre qui a été traduit en français, un roman qui a été traduit en français qui s'appelle donc Le complot des janissaires, même si l'auteur est quelque peu exagéré sur certaines choses, même si l'auteur aussi reproduit une série de préjugés et d'accusations portées contre les janissaires, que l'Église catholique mais aussi orthodoxe s'est permise de répandre en Europe, que les orientalistes ont repris à leur compte afin de renforcer leurs préjugés contre leur adversaire. Et comme vous le savez, lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, on fait tout pour le diaboliser. Et jusqu'à aujourd'hui, ces accusations se retrouvent encore dans les livres d'histoire ici en Occident et même dans les livres d'histoire aussi arabo-musulmans, disons-le en passant. C'est très important ça. Il y a eu des conquêtes aussi qui ont été des conquêtes stratégiques. Et je n'en citerai que 2 avant de découvrir ensemble le nouveau sultan. C'est la prise de Bursa et la prise de Nicée. Bursa qui deviendra la capitale donc des Ottomans, la première capitale des Ottomans, car il faut savoir que la première capitale des Ottomans, quelle était-elle? Qui se souvient de la première capitale des Ottomans? Ceux et celles qui ont suivi le cours ou qui l'ont suivi via la vidéo. Oui? Non, pas Constantinople. Ça c'est plus tard. C'est Sogout, tout à fait. Sogout, c'était la première capitale, la toute première capitale donc des Ottomans. D'ailleurs, la plupart des sultans sont nés, enfin les premiers du moins sont nés là-bas. Et c'est là que se trouvait le clan qui a émigré de l'Asie centrale, du côté du Transoxiane. Il a émigré, s'est installé là. Je vous renvoie donc à au premier séminaire qui présentait de manière générale l'histoire de l'Empire ottoman pour comprendre cette évolution historique et ce déplacement géographique que fit cette famille appelée à devenir une grande nation, un grand empire qui dura 6 siècles. 600 ans, ce n'est pas rien. Et la deuxième ville, c'est Nicée. Et la prise de Nicée était une prise fatidique. Les Byzantins en ont pleuré, parce que cette ville était une ville religieuse sacrée aux yeux des Byzantins. C'est dans cette ville que s'est tenu le concile de Nicée en 325 qui décida de la doctrine officielle de l'Église catholique, dans cette doctrine nous retrouvons le concept de la Trinité et bien d'autres concepts dont il serait long de développer ici dans ce cours. Et la prise de cette ville était un affront terrible que subirent les Byzantins. Et ce n'est pas étonnant, lorsqu'elle sera prise, les Ottomans vont transformer l'église de Sainte-Sophie, qui était dans cette ville, afin de marquer l'empreinte de l'islam dans cette ville, afin de faire comprendre aux Byzantins que maintenant cette ville, elle ne vous reviendra plus. Elle nous appartient, elle appartient à Darul Islam, donc au monde de l'islam. Les Ottomans transformèrent donc cette église en mosquée. Nous avons vu les images lors du cours précédent. Ça, c'était un résumé très rapide des différents points que nous avons vus lors du cours passé.
Et là, Inch'Allah, nous allons ensemble aujourd'hui découvrir le nouveau sultan Mourad Ier, Mourad al-Awwal, qui, je le rappelle, est le troisième sultan. Après lui viendra Bayazid Ier, ainsi que Mehmed. Il y a une petite faute, il y a un H qui manque là. Mehmed Ier. Allons ensemble à la découverte de Mourad Ier. Mourad Ier, c'est le troisième sultan, nous l'avons compris. Il régna de 1360 à 1389. Autrement dit, il régna pendant 29 ans. Et c'est aussi un grand homme, Mourad Ier. C'est un homme qui va marquer de ses empreintes indélébiles l'Empire ottoman. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, présentons les grandes lignes de sa biographie. C'est le fils d'Orkhan, ça on l'a compris. Il est né à Bursa en 1326. Il est le fils de Olofira, qui était une princesse byzantine que son père avait épousée. C'était un mariage d'alliance avec des princes byzantins qui cherchaient à se rapprocher des Ottomans et à gagner leur faveur. Parce qu'il faut savoir que l'Empire ottoman était courtisé. Toutes les principautés de nombreuses nations cherchaient à courtiser les Ottomans. Pourquoi? Parce que c'était une puissance montante. Tout comme aujourd'hui, il y a de nombreuses nations qui courtisent de grandes puissances. À l'époque, c'était pareil et l'histoire se répète tout le temps. Il reçut son éducation de sa mère et il étudia à l'université de Bursa. Là-bas, il a étudié les sciences profanes, les arts, le founoun, ainsi que la théologie. Et ça, c'est un point très important. C'est que les puissants sultans ottomans étaient tous des hommes très instruits. On verra plus tard, cette haute éducation va se perdre avec le temps. On aura affaire à des sultans qui aiment bien les plaisirs, qui aiment bien s'amuser, qui aiment bien se distraire. Mais les premiers, les bâtisseurs et les fondateurs, ici nous sommes avec les fondateurs, l'acte 3, Inch'Allah Ta'ala, qui se donnera dans quelques mois, sera consacré donc au sultan bâtisseur, dans lequel on retrouve ce grand personnage qui fait notre fierté, qui est Mohammed Fatih, que nous verrons ensemble, Inch'Allah, durant l'acte 3. Quoi qu'il en soit, les grands pères fondateurs de l'Empire ottoman étaient tous des gens instruits sur le plan profane, mais aussi sur le plan religieux. Ils parlaient tous l'arabe. Ils avaient tous une large connaissance du Coran, des sciences religieuses au sens large du terme, tout comme ils étaient passionnés de poésie, de littérature, des arts, etc. Ça fait d'eux des gens très ouverts et très instruits. C'est important ça pour un dirigeant. Et l'université de Bursa est la première université fondée par les Ottomans. Et qui sait me rappeler qui était le premier doyen de cette université? Qui se rappelle? Comment s'appelait-il? Petite révision, ça fait du bien. Qui se rappelle du premier doyen de cette université? Personne? Dois-je dire, comme disait l'un de mes professeurs, qui nous disait un jour, quand il nous posait une question qu'on n'arrivait pas à lui répondre, il nous disait « Hafidtum wa nasitum ». Vous avez mémorisé et vous avez ensuite oublié. Le doyen de cette université, c'est Daoud al-Qaysari. C'est un ottoman. Daoud al-Qaysari, qui a étudié dans cette grande et prestigieuse université de l'Azhar. Il a étudié, il a été formé là-bas et il a été appelé à devenir le premier doyen de cette université musulmane, de laquelle sortira la première élite religieuse, intellectuelle, politique, donc de l'Empire ottoman. Quant au surnom qu'avait Mourad Ier, on l'appelait Al-Ghazi, donc le combattant, le guerrier, un peu comme son grand-père, donc Uthman. Et aussi, accrochez-vous, il y a un autre nom un peu plus difficile, Oudavendigar. Oudavendigar, ça commence par un H. Oudavendigar qui veut dire maître, donc d'autorité, seigneur, maître d'autorité. C'était des titres prestigieux qui étaient accordés donc, à ces sultans. Alors, donc il eut 6 enfants, 2 filles et 4 garçons. Les garçons, c'est Yaqub. Nous avons aussi Bayazid qui va lui succéder, ainsi que Saouj et Ibrahim. Ibrahim, on ne connaît pas grand-chose de lui. En revanche,
Saoudj, S-A-O-U-D-J. Donc S-A-O-U-D-J. Celui-ci va être impliqué dans une affaire d'État qui malheureusement lui coûtera sa vie, comme on le verra tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala. Notre sultan, donc il accéda au trône à l'âge de 34 ans. Alors que faisait-il avant d'accéder au trône? En fait, avant d'accéder au trône, il était le commandant des troupes ottomanes en lieu et place de son frère, Sulayman. Mais les historiens s'accordent sur une chose. Le plus compétent des deux frères, c'était Sulayman. Sulayman était un fin stratège. Mais ceci n'empêche pas que Mourad Ier a beaucoup appris de son père, mais aussi de son frère, comme nous le verrons, Inch'Allah Ta'ala. Alors, quelques traits de sa personnalité, ça j'ai choisi, opté pour ce point, pour que nous ayons une idée des traits caractéristiques qui composent la personnalité de ces hommes qui ont écrit notre histoire, la nôtre. Alors la première de ces qualités, c'est la bravoure. Et il semblerait que cette qualité soit une qualité intrinsèque au sultan ottoman, surtout les sultans bâtisseurs. On verra plus tard, après Sulayman le Magnifique, que les choses changeront. Mais les 10 premiers sultans ont tous la même qualité. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur du danger. Ils sont prêts à y laisser leur vie. Ils ont un idéal très haut qu'ils défendent pieds et ongles. Religiosité et dévotion. C'était une qualité particulière de cet homme qui était connu pour quelqu'un de très spirituel, de très proche de Dieu, invocateur, évocateur. En début de chaque campagne ou bataille, il levait ses mains vers le ciel et invoquait son Seigneur et lui demandait l'une des deux choses. Regardez, il dit: « Oh mon Seigneur, accorde-moi ou la victoire ou le martyr. » Al-Nasr ou al-Shahada. Et on le verra. La victoire, il l'aura plusieurs reprises. Et le martyr, c'est avec ça qu'il terminera sa vie. Regardez avec quel esprit ces gens-là, donc, avançaient, avec quel esprit ils se battaient. Bâtisseur et homme d'État, ça c'est certain, il va continuer l'œuvre donc de ses ancêtres, il va développer l'État, il va mettre en place de nouvelles structures, il va développer les janissaires aussi, ça nous le verrons tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala. Respect et tolérance, deux qualités fondamentales pour un chef. Et le respect et la tolérance s'illustreront particulièrement lors de la conquête des Balkans. Lors de la conquête des Balkans, Mourad Ier donnera l'exemple parfait de ce qu'est le respect et la tolérance de ses sujets vaincus. Pas d'orgueil, pas de vanité, pas d'étalage de sa puissance, mais l'humilité. Il va accorder aux orthodoxes, aux catholiques, des territoires conquis dans les pays des Balkans, beaucoup de liberté religieuse. La protection de leurs lieux saints, la pratique de leur culte, sans aucun problème. Et ce comportement, cette conduite, va susciter, générer la conversion à l'islam de beaucoup de gens dans les pays des Balkans. Parce que les gens des Balkans, qu'est-ce qu'ils remarquent? Ils font la différence entre l'ancienne autorité qui les dirigeait et la nouvelle. L'ancienne autorité qui les dirigeait avec vanité, avec oppression, avec dédain. Et voici que le nouvel envahisseur, lui, il a une autre éthique. Une éthique de respect, de dignité, de liberté. Et nous le verrons dans les actes futurs, Inch'Allah Ta'ala, que l'empire musulman ottoman est le seul empire musulman à avoir été très libéral sur le plan de la protection des minorités religieuses. Ils ont mis sur pied un système confessionnel très très développé. L'Europe n'a pas de leçon à donner dans ce domaine-là. Vraiment pas. Et on le verra, Inch'Allah. Vous verrez par vous-même comment cet empire s'est inspiré. Ces sultans ottomans se sont inspirés de la charte de Médine,
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sur pied lorsqu'il est arrivé à Médine. Il a mis sur pied une charte qui redistribue les responsabilités, les droits et devoirs de chacun, de chaque communauté. Je rappelle qu'à Médine, il y avait 3 communautés à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. La communauté musulmane naissante et émigrée, la communauté juive et une communauté païenne. Il y avait encore des Arabes médinois païens avant qu'ils ne finissent à leur tour par se convertir à l'islam. Le prophète a organisé ces 3 communautés et a mis sur pied cette charte. Et les Ottomans vont s'inspirer non seulement de cette charte, mais aussi des expériences de toutes les dynasties musulmanes qui ont eu à gérer des communautés qui ne partageaient pas leur foi. Et on verra l'esprit libéral des Ottomans à ce niveau-là. Même si ce n'était pas parfait, ce n'était pas tout le temps parfait. L'être humain reste ce qu'il est. Néanmoins, nous devons leur reconnaître ce mérite. Sa bienveillance et sa justice, c'est aussi une grande qualité que l'on retrouve chez les sultans fondateurs. La bienveillance, être soucieux de l'intérêt de leurs sujets, de leurs soldats, de ses hommes, de ceux qui sont proches de lui, et même des sujets des provinces et territoires conquis. Il n'est pas question de distribuer la dividende ou les dividendes de la victoire aux siens et d'oublier les autres. Le principe de la justice est un principe souligné et marqué par le sultan Othman. Si vous vous rappelez, il a laissé derrière lui un testament politique qui était un modèle de bonne gouvernance, et ses successeurs vont veiller à appliquer à la lettre donc ce testament-là. Et figure, parmi les articles de ce testament, figure la promotion de la justice et de la bienveillance de tous les sujets de l'Empire. Et comme le dit un historien grec contemporain, il dit que l'Empire ottoman était un empire multiconfessionnel et multinational aussi. Et c'était aussi dans son intérêt de veiller à la paix civile. Bien entendu, il y avait des motifs religieux, leur foi, leur éthique, leur dictait d'agir de la sorte, mais il y avait aussi des motifs politiques où il fallait veiller à la paix civile, à la cohabitation pacifique entre toutes les communautés présentes dans l'espace du territoire ottoman. À son tour aussi, il aura beaucoup d'intérêt pour la construction de mosquées et d'écoles, comme ses ancêtres, au même titre. Mais ce qu'on remarque, c'est que les premières constructions ottomanes sont des constructions très modestes. Le style ottoman, surtout le style architectural ottoman, va beaucoup se développer durant la période de ce que j'ai dénommé la période des sultans bâtisseurs. Et on verra, Inch'Allah, avec Sulayman le Magnifique, il avait un architecte d'État qui aujourd'hui encore a laissé ses empreintes, même dans les pays des Balkans, même en Europe de l'Est, en Bulgarie, Roumanie, etc. On retrouve encore des mosquées qui portent son empreinte, sa signature. Et en Turquie, il ne faut même pas en parler. Je ne vous dis pas comment il s'appelle, mais nous découvrirons ensemble, Inch'Allah, son histoire. L'histoire de cet architecte de l'État ottoman qui a signé de nombreuses œuvres prestigieuses à cette époque-là. Nous allons citer rapidement les principaux événements qui se sont produits durant son règne, prise d'Andrinople, donc entre 1360 et 1362, la prise d'Andrinople, qui avait été assiégée par son père auparavant, par Orkhan. Orkhan ne la prendra pas, ce sera son fils qui va cueillir les fruits de ce siège. En 1365, signature du premier traité de paix. Je vous le rappelle, de nombreuses nations courtisaient les Ottomans. En 1366, croisade européenne lancée par le pape Urbain V. Nous verrons les raisons de cette croisade. En 1371, une bataille très importante, la bataille de Maritza. Entre 1372 et 1376, 1372 et 1376, un traité d'entente est signé entre le sultan Mourad Ier et l'empereur byzantin Jean V. Les deux profiteront de ce traité d'entente. Les deux en ont besoin. 1375-1386,
adhésion de nouvelles entités turques au territoire ottoman. Je rappelle que dans l'Anatolie, il y avait plusieurs principautés turques autonomes et même indépendantes. Certaines d'entre elles vont choisir d'adhérer librement à l'Empire ottoman. D'autres refuseront et seront même une épine dans les pieds des Ottomans. Et les Ottomans, bien sûr, n'hésiteront pas avec le temps à les annexer, à les intégrer. Parce que pour eux, il n'est pas concevable d'avoir un adversaire en face et d'avoir dans son dos d'autres adversaires. Ce n'est pas possible. Entre 1383 et 1388, avancée des Ottomans en direction de l'ouest des Balkans. La stratégie ottomane est très claire. Il faut isoler Constantinople de tous les côtés. De tous les côtés, il faut l'isoler. Parce qu'ils sont conscients que Constantinople, pour le moment, elle est imprenable. Ils le savent. Mais en l'isolant, en l'asphyxiant, ils sont certains que viendra un jour. Regardez comment eux voient très loin. C'est ce que nous manque. Nous, aujourd'hui, nous sommes la communauté de la réaction. On ne construit rien. On réagit au gré des événements. Eux, en fait, ces sultans-là construisent sur le long terme. Ce ne sera pas lui qui va cueillir le fruit. Mais c'est que dans 1, 2, 3, 4 générations, peut-être un siècle, un autre viendra. Ce que lui a jeté comme dalle sur le chemin, ce qu'il a tracé comme sentier, viendra quelqu'un plus tard qui parachèvera donc l'œuvre et qui concrétisera l'objectif donc fixé. En 1387, entrée de la Salonique dans le giron ottoman. La Salonique, c'est une région qui se trouve en Grèce et nous verrons les circonstances ont conduit à l'intégration de cette zone dans l'Empire ottoman. Et aussi, la Salonique faisait partie des provinces ottomanes les plus importantes. Nous verrons pourquoi aussi dans quelques instants. En 1388, eh oui, on ne peut pas toujours gagner. Des fois, il faut apprendre à perdre aussi. Et avait raison celui qui avait dit « L'échec est l'école de la réussite ». L'échec est l'école de la réussite. C'est en échouant qu'on tire des leçons. Enfin, du moins pour ceux et celles qui tirent des leçons, parce qu'il y en a qui n'en tirent jamais. Mais c'est en échouant qu'on tire des leçons, qu'on apprend à recentrer notre action et à repartir de bon pied. 1388, bataille de Plochnik, et vous allez savoir où se trouve Plochnik, Inch'Allah, et défaite ottomane. C'est la seule défaite que connaîtra Mourad Ier durant tout son règne qui durera 29 ans. C'est la seule. 1389, bataille du Kosovo. Vous savez, ce qui s'est passé dans les Balkans dans les années 90, cette guerre civile atroce qui a fait des victimes autant du côté des Serbes, des Slaves, des orthodoxes, autant du côté des musulmans. Et dont les musulmans ont été les principales victimes, il faut le dire très clairement. On ne peut pas comprendre le conflit des Balkans si on ne revient pas à l'histoire. L'Église orthodoxe, malgré toute la tolérance des Ottomans, n'a jamais digéré le protectorat ottoman établi dans son espace. La Russie, et ça on verra dans les actes futurs, la Russie a toujours considéré les Balkans comme son territoire gardé. Pourquoi ? Parce que les Russes, donc les Russes sont slaves, ils ont la même religion que les Serbes, ils sont orthodoxes, il y a des affinités historiques, religieuses, etc. qui les lient. Malgré toute la tolérance des Ottomans, ce n'est pas passé. Et on verra plus tard que les Ottomans, eux aussi, ont commis des erreurs dans ce territoire-là. Il est important pour nous de comprendre cela. Si nous voulons réécrire l'histoire avec un regard neuf, un regard critique qui dépasse l'angélisme, mais c'est un regard qui doit se porter sur la construction, pas sur ce que j'appellerais, ce que je dénommerais cette manière de penser l'histoire comme étant une histoire d'hommes parfaits qui ne font qu'une erreur. L'histoire est avant tout celle d'hommes. Et les hommes ont des qualités et des défauts.
Nous verrons cela plus tard, Inch'Allah. Et la bataille du Kosovo, c'est le dernier épisode de la vie et du parcours de Sultan Mourad Ier. Pourquoi? Parce que c'est durant cette bataille-là qu'il mourra. Et c'est sur le champ de bataille que son fils, Bayazid Ier, lui succédera. Regardez. Regardez où se fait le choix du nouveau sultan, sur le champ de bataille. Allons directement à la découverte d'Andrinople, qui aujourd'hui s'appelle Edirne. Aujourd'hui, en Turquie, on l'appelle Edirne, Andrinople. Je vous le rappelle, le père de Mourad Ier, Orhan, va mettre le siège de cette ville, il va l'assiéger, mais il ne récoltera pas le fruit de ce siège. Pourquoi? Parce qu'il décédera entre-temps. Et ce sera son fils, Mourad Ier, qui va récolter le fruit de cet effort. Et je le rappelle une fois de plus, je l'ai dit lors du cours passé, tous les projets que nous entamons, que nous mettons sur pied, doivent être marqués par deux traits qui me paraissent plus que fondamentaux. Le premier, c'est inscrire nos projets dans le temps. Ne pas être des gens de la réaction, mais dans le temps. Et le deuxième, très très important de nos projets, et qu'on apprend aussi des Ottomans, c'est dépersonnaliser les projets. Pourquoi? Parce qu'il y en a, quand ils font un projet, c'est comme si c'était le sien. Il vit avec lui et il meurt avec lui. Ici, les Ottomans, ils ont des projets. L'un d'entre eux n'arrive pas à le concrétiser, ce sera son fils ou son petit-fils qui le fera. Et c'était ça, le secret de leur réussite et de leur victoire et surtout de leur grandeur. Vous le voyez ici, siège de la ville à la fin du règne de son père. Andrinople, Edirne aujourd'hui, était la deuxième ville en importance après Constantinople. Donc vous comprenez aisément que la prise de cette ville, c'est aussi une grave défaite et une très grande perte pour les Byzantins. Parce que c'est la deuxième ville la plus importante après Constantinople. Et bien sûr, la prise de cette ville marque la fin de la présence byzantine dans les Balkans. Ils sont dépossédés de leur province en faveur des Ottomans. Les Ottomans font de cette ville leur capitale. Alors pourquoi ont-ils choisi cette ville comme capitale? Ils étaient donc à Sogout et ils se déplacent directement à Bursa. Il y a trois raisons à cela. La première raison, c'est la solidité des fortifications de la ville. Elle a des remparts solides qui la protègent contre toutes les attaques. La deuxième raison, c'est la proximité de cette ville de tous les fronts. Et surtout, le sultan Mourad Ier a besoin de cette ville pour pouvoir être très proche des territoires où il va mener ses campagnes, et surtout les Balkans. Et la troisième raison, c'est que Mourad Ier a un projet. Il veut voir naître dans cette ville l'élite politique et religieuse et intellectuelle qui va gérer et qui va bâtir avec lui l'État, l'Empire, appelé à durer. Vous comprenez maintenant pourquoi il va choisir Andrinople, et on verra plus tard que Mehmed Ier va changer de capitale à nouveau, il va la ramener directement à Bursa, parce qu'il préfère Bursa. Pour lui, Bursa, c'est la ville, il y a beaucoup de savants, il y a beaucoup d'écoles religieuses, il est très porté sur les sciences religieuses, et il la ramènera là-bas. Ceci dit, Andrinople sera la capitale de l'Empire ottoman pendant 40 ans. Ceci n'empêchera pas à cette ville d'être reprise par les Byzantins. Dans l'une de leurs expéditions avec leurs alliés européens, ils vont réussir à la reprendre, mais à nouveau Mourad Ier va leur arracher en 1366 pour faire d'elle la capitale de l'Empire durant donc toute cette période. Donc vous avez compris maintenant qu'il y a trois raisons principales. Qui sait me rappeler ces trois raisons pour voir si vous suivez bien? Les trois raisons principales qui ont poussé Mourad Ier à choisir et à élire Andrinople
nouvelle capitale de l'Empire? Qui sait me rappeler? Après, bon, vous vous rappelez, hein, d'abord Sogout, Bursa, et puis on arrive à Andrinople. Qui sait me citer les 3 raisons? Il n'y a pas de volontaire, oui? Tout à fait, la solidité des fortifications de la ville, les remparts. Ok, deuxième raison? Tout à fait, la ville est très proche des fronts militaires vers lesquels il compte se diriger. Troisième raison? Inch'Allah, il y a que des sœurs là qui répondent aujourd'hui. Oui. Tout à fait. Donc Mourad Ier avait ce projet de voir naître dans cette ville donc l'élite politique, religieuse et intellectuelle qui va construire l'État, construire l'Empire et aussi la société ottomane. Donc on a vu maintenant, la ville était reprise par les Byzantins et sera reconquise en 1366. Voilà, vous avez ici une carte. Je ne sais pas si vous voyez le curseur. Andrinople est là. Bon, ici c'est en anglais. Ça c'est Andrinople. Elle est dans les Balkans. Bursa, qui est Bursa, que les Français appelaient Brousse. Les Français l'avaient appelé Brousse. Et donc vous comprenez facilement que... Où est passé mon curseur? Que les Ottomans veillaient à encercler Constantinople, à l'asphyxier de tous les côtés. Donc ils ont pris Nicomédie, ils ont pris Bursa, ils ont pris Nicée, et là maintenant ils ont pris Andrinople, ils vont aller plus loin. Comme on le verra, Inch'Allah, tout à l'heure, Inch'Allah. Signature du premier traité de paix, très important, entre, bien entendu, l'Empire ottoman et la République de Raguse. Alors vous devez me dire, mais quelle est cette république? Quelle est cette république qui porte ce nom, la République de Raguse? La République de Raguse est une république qui se trouve du côté de la mer Adriatique, dans les Balkans. Elle se trouve là-bas. Et cette république, à l'image même de Venise, était une république marchande. Elle avait aussi de l'opportunisme, mais attention, elle avait plus que ça. Elle avait ce qu'on appelle aujourd'hui dans les sciences politiques, on appelle ça le réel politique. Le réel politique, c'est le réalisme. C'est être réaliste. C'est se dire, je vais préserver mes intérêts, même si je dois sacrifier et faire quelques concessions. Eh bien, c'est ce que fera cette République de Raguse. Elle va signer un traité d'amitié et d'entente avec les Ottomans, un traité d'échange commercial lui permettant de rester tranquille, d'être en paix, de ne pas s'exposer donc à la moindre invasion ottomane ou attaque donc de ceux-ci. C'était leur manière de voir. Et c'était intelligent quelque part. Vous avez ici, voilà, ça c'est la République de Raguse, elle est là. Vous la voyez ici, attendez, je prends le curseur de nouveau. Vous la voyez ici en brun. Cette république est née en 1358 et prit fin en 1808. Pourquoi 1808? 1808 correspond à la date à laquelle prit fin cette république suite à l'invasion des troupes de Napoléon Ier. L'empereur français Napoléon va occuper cette république. Et pour vous résumer l'histoire de cette république, elle va devenir donc elle va devenir une entité, une partie intégrante de la République fédérale de Yougoslavie à l'époque de Tito. Et après l'éclatement de la Yougoslavie qui fait suite à la chute de l'Union soviétique, elle va intégrer donc la Croatie. Aujourd'hui, cette République de Raguse fait partie de la Croatie. Et bien entendu, la République de Raguse s'était aussi engagée à payer un tribut, un impôt, un tribut annuel aux Ottomans. En échange de quoi les Ottomans les laissent tranquilles. Mais en fait, les Ottomans, pour l'instant, ils ne sont pas intéressés par cette République parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Les Ottomans ne sont pas gourmands. Chaque chose viendra en son temps.
Nous, on est pressés, on veut tout. Eux, c'est à notre aise, on a le temps. On consolide ce qu'on a et on avance progressivement. Il y a de grandes leçons dans l'histoire qu'on doit retenir. Nouvelle croisade européenne lancée par le pape Urbain. Le pape Urbain V, qui est le 202e pape de l'Église catholique, qui est originaire de la ville d'Avignon. Avignon, qui est une ville française se trouvant au sud de la France. Quel est le mobile de cette croisade? En fait, le but de cette croisade, c'est d'empêcher les Ottomans d'aller plus loin. C'est d'empêcher les Ottomans de s'enfoncer dans le continent européen. Parce que pour le pape Urbain V, laisser les Ottomans avancer, c'est condamner l'Europe à la disparition. C'est signer l'acte de décès de l'Europe. Et on sait très bien que l'Église catholique jouissait de la fidélité et de la vassalité de tous les rois chrétiens d'Europe. Tous les rois chrétiens d'Europe tiraient leur légitimité du pape. C'est lui qui les bénissait. Et en les bénissant, il légitime leur pouvoir. Ils ont tous besoin de lui. Alors c'est pour cela qu'en voyant le territoire des Balkans se décomposer, s'effriter, partir en morceaux, alors il décida de mettre un frein à cette avancée, d'empêcher les Ottomans d'aller plus loin, et pourquoi pas d'expulser les Ottomans hors de l'Europe et qu'ils restent en Anatolie. C'est comme ça que vous comprenez pourquoi aujourd'hui, par exemple, la France est toujours opposée à l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne, parce qu'il ne faut pas que la Turquie, qui est un pays musulman, il ne faut pas que la Turquie compte parmi donc les nations européennes, que la Turquie reste dans l'Asie et qu'il n'ait pas de lien avec l'Europe. Eh bien, cet esprit-là est toujours présent, enfin était présent à l'époque, il est toujours aujourd'hui encore. Vous voyez, l'histoire se répète tout le temps, mais d'une autre manière. C'est important, ça. Les nations participantes à cette croisade. Qui va participer à cette croisade? Il y a les Serbes, les Bulgares, les Hongrois aussi, ainsi que les habitants d'une région qui s'appelle Valachie ou Valachia. C'est en Roumanie. Vous pouvez l'observer aisément. Tous les participants à cette expédition font tous partie des Balkans. Parce que pour le pape Urbain V, il est intelligent. Il dit, il ne faut pas impliquer la France. On va laisser la France, l'Allemagne, l'Angleterre, on va laisser loin tout ça. L'Espagne aussi. On va essayer d'abord de s'occuper, ou plutôt d'impliquer les premiers concernés. C'est comme s'il disait à ces nations européennes, c'est vous qui êtes en danger, ce n'est pas la France. Ce n'est pas encore ni la France, ni l'Autriche, ni non plus les autres pays. C'est vous qui êtes les premiers concernés, donc vous devez être les premiers au front. Manière assez intelligente d'épargner et surtout de ménager donc les autres nations. Parce qu'il faut savoir que les puissances européennes, autant elles voyaient dans l'avancée des Ottomans un danger, autant elles n'étaient pas très très motivées de mener des guerres. Pourquoi? Parce que les nations européennes avaient déjà assez de chats à fouetter. Ils avaient déjà des conflits, chaque nation avait ses propres soucis, ses propres conflits. Faut-il en rajouter un autre en ouvrant de nouveaux fronts contre les Ottomans? C'est beaucoup. Mais lorsque le danger deviendra grandissant, là, toutes ces nations vont, pour un temps seulement, très court, oublier leurs divergences internes et externes, donc nationales et internationales, pour essayer de s'unir contre un même adversaire qui va les dévorer, ou qui tente de les dévorer les uns après les autres. D'ailleurs, on sait très bien que Soliman le Magnifique est arrivé jusqu'aux portes de Vienne, jusqu'en Autriche, jusqu'aux portes de Vienne. Et les nations européennes étaient conscientes que si Vienne tombe, tout le reste de l'Europe tombera également. Ils étaient conscients de cela. Alors je vous pose la question. Pourquoi les Ottomans étaient si soucieux de s'emparer de Vienne et de continuer leur chemin? Où voulaient-ils aller? Qui sait me répondre à cette question? Tout à fait. Les Ottomans avaient un projet, ils avaient deux projets. Le premier, c'est de faire un arc-en-ciel. C'est de passer par le haut
et de redescendre vers l'Espagne, reprendre l'Espagne. Et leur deuxième projet, qui lui est encore plus dangereux, c'était de s'emparer de l'Italie et de Rome. Au point que Mohammed Fatih, on verra Inch'Allah lorsque nous arriverons à l'acte 3, Mohammed Fatih est arrivé jusqu'à Napoli. Et il a dit, je vais nourrir ma monture près de l'église Saint-Pierre, à Rome. C'est là que je m'arrêterai. Mais il est décédé entre-temps, donc ce qui fait que ce projet a été abandonné. Mais le coup d'arrêt que les nations européennes ont réussi brillamment, il faut le reconnaître, ils ont marqué un coup d'arrêt à l'avancée ottomane, sera définitif. Et sans retour, parce que plus jamais les Ottomans iront plus loin sur le continent européen. Donc vous avez compris maintenant les enjeux de cette époque. Alors pour mener à bien cette croisade, le pape a besoin de quelqu'un qui est intrépide, qui est fin stratège. Et il va le trouver en la personne d'un certain, le comte de Savoie. Savoie c'est en France. Le comte de Savoie, Amédée VI, que l'on appelait aussi Amadeus. C'est à lui que confie le pape Urbain V le commandement de cette alliance chrétienne européenne contre les Ottomans. Ici, vous avez la photo de Urbain V. Et là, vous avez celle du comte de Savoie, donc Amédée VI. Le comte de Savoie va enregistrer quelques succès. Il va arracher aux Ottomans quelques villes. Et il va leur arracher Gallipoli, qui était une base navale importante pour les Ottomans, vous vous rappelez de cela. Gallipoli se trouve près du détroit de Dardanelles. Nous y reviendrons plus tard, Inch'Allah, à nouveau. Il prendra aussi quelques forteresses se trouvant du côté de la mer de Bosphore. Il va les remettre aux Byzantins, mais l'euphorie est de courte durée. Malgré ces succès enregistrés, celles-ci n'arrêteront pas l'avancée des Ottomans et surtout celles-ci ne mettront pas fin aux dissensions qui animent et déchirent le camp chrétien. Et ici, il y a un paradoxe. D'un côté, nous avons un camp chrétien qui fait front commun contre les Ottomans pour empêcher leur avancée dans les Balkans. Et en même temps, on a de l'autre côté de la rive un camp uni derrière son chef. Le camp ottoman était un camp uni, discipliné derrière son chef. Et son chef n'est autre que le sultan. Et ce sultan n'est autre que Mourad Ier. Les Ottomans ont mis en pratique une sunna, une loi universelle, divine, universelle, qui est celle de l'unité. Elle est religieuse universelle. Dieu dans le Coran nous invite à l'unité. Il nous invite à dépasser nos clivages. Il nous invite à dépasser nos différences parce que la désunion est synonyme de faiblesse. Les Ottomans ont compris ça. Alors ils ont veillé à ce que leur camp soit discipliné, organisé et uni derrière son chef, ce qui n'était pas le cas du camp adverse. Donc comme je disais, malgré ces quelques succès, ceci n'empêchera pas les Ottomans de continuer de l'avant. Et d'ailleurs cet homme, le comte de Savoie Amédée, va même tenter de convaincre Venise. La République de Venise, qui est tantôt, selon le vent des intérêts, tantôt se rangeait du côté des nations chrétiennes, tantôt elle choisissait le camp des Ottomans en signant des traités avec les Ottomans, afin de pouvoir continuer de poursuivre leurs activités commerciales et marchandes, préserver leurs intérêts. Il va tenter de convaincre les Vénitiens de ne pas entretenir de relations commerciales avec l'ennemi commun que sont les Ottomans, mais sans succès. Les Vénitiens voient plus ce qu'il y a dans leur poche que ce qu'il y a ailleurs, autrement dit que ce qu'il y a à l'horizon. Ce qui est dans la poche est plus important. Et aujourd'hui, on le sait très bien qu'au nom de l'argent, au nom des finances, au nom de l'économie, on est prêt même à vendre son âme. Non pas au diable, mais au business. Bataille de Maritsa. Cette bataille s'est déroulée
en 1371-1371. Et donc Maritsa, c'est un fleuve qui se trouve en Grèce, près d'une ville qui s'appelle Tchernomène, donc en Grèce. Quelle est l'origine de cette bataille? Ou la raison de cette bataille? C'est que le pape Urbain V n'a pas baissé les bras. La première expédition menée par le comte de Savoie à Médicis a enregistré quelques succès, mais pas suffisamment. Et surtout pas ceux que voulait le pape Urbain V. Alors il va pousser à nouveau, il va pousser les Serbes, ainsi que les Bosniaques et les habitants de Valachie. Il va les pousser, il va les inciter à ouvrir un nouveau front contre les Ottomans près du fleuve de Maritsa. Et c'est là que va se dérouler donc cette bataille. Les Ottomans seront 10 000 et les forces, c'est terrible, les forces des Balkans, les Serbes, les Bosniaques et les Valachis, ils seront 6 fois supérieurs aux Ottomans. 60 000. Il y a une différence, je le rappelle, entre un camp uni, discipliné, et un camp désuni et désorganisé. Vous voyez, il y a beaucoup de leçons pour nous ici. La devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Eh bien c'est vrai, l'union fait la force. Si nous sommes unis, nous pouvons parler d'une seule voix. Nous pouvons nous faire entendre et nous faire respecter. Si nous sommes désunis, jamais une nation ou une communauté désunie, jamais ne sera respectée. On le verra avec, on l'a vu avec l'Andalousie. Lorsque l'Andalousie a éclaté en plusieurs principautés, chacune se bat contre l'autre, pendant que les catholiques au nord, eux, malgré leurs divergences, se mettent d'accord ensemble. Ils vont grignoter. Avec le temps, ils ont le temps. Étape par étape, jusqu'à ce qu'ils prennent la dernière principauté en 1492 ou 1492. Ils prennent Grenade. Grenade, dont le dernier roi, Abu Abdillah, quittera sur un petit bateau cette ville qui est son territoire, qui est sa patrie, c'est là qu'il est né, c'est là que sont enterrés ses ancêtres. Et lorsqu'il regardera son palais, les minarets des mosquées, il se mettra à pleurer. Et là viendra le coup fatal, à travers ce propos tenu par son épouse qui lui dira « Pleure comme une femme, ce que tu n'as pas su défendre comme un homme ». Cette bataille se terminera par une défaite cuisante donc des troupes européennes chrétiennes, une défaite cuisante. Et quelles sont les conséquences de cette bataille? C'est important ça. Il y a 2 principales conséquences. La première conséquence, c'est la conquête de la Macédoine. Grâce à cette défaite, les Ottomans vont s'emparer de la Macédoine très rapidement. Et la deuxième conséquence, c'est que le chemin de la Serbie leur est ouvert. Il n'y a plus d'obstacles. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les sources turques surnomment cette bataille, la surnomment la route vers la Serbie. Le chemin est ouvert. Le terrain est déblayé. Ça, c'est très important, ça. Vous avez ici une image du fleuve de Maritsa. C'est une très belle région. Le fleuve, il est là, donc on le voit ici, sur l'image. Et ben, c'est dans cette zone-là que se produisait cette bataille entre d'un côté donc les Ottomans et de l'autre cette alliance balkanique qui regroupait, je rappelle, les Serbes, les Bosniaques ainsi que les habitants de Valachie qui se trouvent en Roumanie. Les Albanais d'Albanie, on va voir, ils vont aussi participer après. C'est ça, tout à fait. Voilà les conséquences de la bataille, vous l'avez sur la carte. La carte parle d'elle-même. La défaite cuisante de ces puissances balkaniques donnera un coup de force et surtout un élan
terrible aux Ottomans qui pourront avancer sans problème dans de nombreuses directions. Vous voyez ça, regardez les différentes flèches. Tout ça, c'est le mouvement des Ottomans. Vous voyez? On continue, Inch'Allah Ta'ala. Entre 1372 et 1373, 1372 et 1373, un traité d'entente est signé entre le sultan Mourad Ier et l'empereur byzantin Jean V. Alors, d'après vous, pourquoi ce traité est signé? D'abord, l'une des conséquences de ce traité, c'est que Jean V devient le vassal de Mourad Ier. Donc, il s'engage à payer un tribut annuel et il accepte l'autorité de Mourad Ier. On l'a vu, le paiement d'un tribut annuel. Et aussi, figure dans l'accord, assistance militaire en cas de besoin. En cas de besoin, les Byzantins se devront de fournir des troupes pour aider les Ottomans. Et ceci va très vite se traduire par l'épisode suivant, qui est la rébellion des fils respectifs de ces deux monarques. Le fils de l'empereur byzantin, donc Jean V, qui s'appelle Emmanuel, certains l'appellent Manuel, et le fils du sultan Mourad Ier, qui se dénomme Saoudj, tous les deux vont se rebeller contre leurs pères respectifs. Et c'est là que Mourad Ier, conformément au traité, il va demander assistance à cet empereur byzantin de conjuguer leurs efforts pour faire face à ces deux dangers. Alors vous allez me demander, mais comment s'est terminé cet épisode? C'est très simple. La solution de Mourad Ier était radicale. Écoutez bien, c'est un jeu de mots. La solution de Mourad Ier était radicale. Celle de l'empereur byzantin Jean V était fatale. Je me répète, la solution de Mourad Ier était radicale. Celle de Jean V était fatale. Comment? Le fils de Mourad Ier sera tué. Parce que ce qu'il a fait en se soulevant contre son père, contre l'autorité centrale, c'est un acte de haute trahison, passible de la peine de mort. Celui qui se rebelle contre l'autorité centrale, il risque de mener à la division, à la désunion de la communauté des croyants. C'est la peine de mort. Là-dessus, c'est très clair. Vous comprenez, la solution est radicale. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'a fait l'empereur Jean V. L'empereur Jean V, lui, va veiller à capturer son fils vivant. Et c'était le cas. Mais la solution qu'il a préconisée, peut-être que son côté paternel l'a emporté sur la raison d'État, mais cette décision qu'il a prise, cette solution qu'il a optée, lui sera fatale. Pourquoi? Parce qu'il va emprisonner son fils à Constantinople. Son fils va s'évader et va renverser son père. Voilà. Il va renverser son père. Il va prendre le pouvoir. Et il va emprisonner son père et ses deux frères. Donc les deux frères de Saoudj. Donc vous comprenez ici que la solution de Mourad Ier était une solution religieuse mais radicale. Elle étouffe le problème dans l'œuf. Jean V, lui, pris par les sentiments, il emprisonne son fils vivant, il le traite comme il se doit, mais son fils ne va pas hésiter à trouver une faille dans le système, à s'évader et surtout à renverser son père. Vous avez ici Jean V, vous le voyez. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs, regardez, je vais mettre mon curseur ici, comme ça vous allez comprendre. Vous voyez, il y a plusieurs périodes de règne. Il est renversé, écoutez bien, il est renversé par son fils. Son fils prend le pouvoir, il restitue à Mourad Ier la ville de Gallipoli, qui avait été prise.
Et Mourad Ier va jouer, on l'a dit lors des cours passés, Mourad Ier, comme ses ancêtres, comme son père et son grand-père, ils vont jouer sur les dissensions et les divisions qu'il y a dans la famille byzantine, la famille royale byzantine. Ils vont jouer là-dessus. Et donc, il va restituer la ville de Gallipoli, il va s'engager à payer donc un tribut, et plus tard, Jean V reprend le pouvoir, renverse son fils, il le jette en prison, et rebelote, la roue reprend son droit, à nouveau, l'empereur Jean V à son tour va de nouveau faire des concessions, de nouveau céder des villes. Mourad Ier en profite pour alourdir l'impôt. Il va alourdir parce qu'il faut faire plier Constantinople. Il faut la faire céder. Vous comprenez maintenant le jeu auquel s'est livré donc Mourad Ier, sans parler de l'assistance militaire qui doit toujours être de mise. La saga familiale byzantine ne va pas s'arrêter pour autant. Les conflits internes à la famille royale byzantine se poursuivront et d'ailleurs auront des conséquences terribles. Parce que ces conflits donc dynastiques vont aggraver la décomposition de l'Empire byzantin. Ou du moins ce qu'il en reste. Ça va aggraver la situation. Alors que de l'autre côté, je rappelle, de l'autre côté, du côté des Ottomans, nous avons un camp uni, discipliné, derrière son chef. À vous de comparer et de voir la nature même, ou de découvrir la nature même du rapport de force. Ok. Son fils, c'était, j'avais dit Manuel, c'était plutôt Andronique, qui s'était fait appeler Andronique IV. Je corrige cette information. Emmanuel, il y a encore une autre histoire, celui-là. On verra ça plus tard. Entre 1375 et 1386, adhésion de nouvelles entités turques au territoire ottoman. Il y a les Hamidites. Les Hamidites, c'est un émirat, c'est une principauté turque qui va adhérer librement de son plein gré à l'Empire ottoman. Et bien sûr, les Ottomans, ça les arrange. Pourquoi ? Parce qu'ils ils encerclent deux adversaires turcs, que sont les Germiyans et les Karamans. Les Germiyans et les Karamans seront ainsi encerclés, vous allez comprendre, par la carte qui va suivre. Donc ici, on a bien précisé ce point, encerclement des principautés des Karamans et des Germiyans. Et il y aura aussi, chose très importante, une bataille qui va se mener contre les Karamans, qui sera menée par le prince Bayazid. Cette bataille se terminera par la victoire des Ottomans contre les Karamans. Et c'est durant cette bataille qu'on va, c'est l'une des raisons en tout cas, ce n'est pas la seule, c'est là qu'on va surnommer Bayazid, on va surnommer Yildirim, qui signifie en turc la foudre. Parce qu'il était rapide, des frappes très rapides. On verra ça lorsqu'on arrivera, Inch'Allah, à la biographie de Bayazid Ier. Vous avez ici la carte des principautés. Là, vous avez donc l'Empire ottoman, ça c'est clair. Les Germianes ou les Germianides sont ici. Les Karamans sont là. Regardez les Hamidites où ils sont là. Ça veut dire que l'Empire ottoman maintenant, il est ici et il est là aussi. Donc il encercle d'un côté à l'est, il encercle les Karamans, donc il les a à ses frontières, et au nord, il encercle, en fait, au nord et au sud, il encercle donc les Germiyans ou les Germianides, comme il est indiqué donc sur cette carte. On verra, Inch'Allah, lorsque nous aborderons la biographie de Bayazid Ier. C'est lui, c'est ce sultan Bayazid Ier qui va unifier de manière définitive toute l'Anatolie. Il va annexer toutes les principautés restantes en les intégrant au territoire donc ottoman. En 1383-1388, donc avancée des Ottomans en direction de l'ouest des Balkans, avec pour conséquence chute de plusieurs villes, dont Sofia, la capitale de la Bulgarie, annexion de la moitié de la Bulgarie,
la moitié de la Bulgarie sera annexée. L'autre moitié, qui est le côté est, lui restera, ou plutôt va se plier à un traité de vassalité. Autrement dit, celui qui dirigera l'est de la Bulgarie va accepter d'entrer sous l'autorité générale donc des Ottomans, question de préserver son territoire. En fait, c'est un jeu pour les Ottomans. C'est un jeu. Les Ottomans ne prennent jamais beaucoup de risques. Ils préfèrent jeter leurs cartes les unes après les autres. Je le rappelle, ils ne sont pas gourmands. Ils auraient pu prendre toute la Bulgarie d'un coup. Ils auraient pu le faire. Mais pour l'instant, on ne va pas trop ameuter les nations européennes. On va aller étape par étape. Stratégie très intelligente. Vous avez là la carte de la Bulgarie. Sofia est ici. Donc Sofia, elle est là. En fait, c'est toute cette zone est, ou ouest, pardon, qui est prise. Et surtout du côté de Nicopole. C'est tout ça. Vous voyez, Nicopole, Nicopolis, c'était l'ancien nom byzantin. Tout ça appartient donc aux Ottomans. En 1387, entrée de la Salonique dans le giron ottoman. Cet événement fait suite à la violation du prince byzantin Emmanuel du pacte qui le liait aux Ottomans. En fait, le prince Emmanuel, lorsque l'empire byzantin s'est décomposé suite au conflit entre père et fils, Emmanuel, c'est le frère d'Andronic IV. Et Emmanuel va installer son autorité sur une île qui s'appelle l'île de Morée. Et à son tour, il va signer un pacte avec les Ottomans pour protéger son territoire. Mais il va trahir ce pacte. Et lorsqu'il sent les Ottomans arriver, il va prendre la fuite. Parce que sa tête est mise à prix. Les Ottomans ont toujours respecté leurs engagements. Mais leurs adversaires, ça laisse à désirer. Leurs adversaires changent d'alliance comme ils changent de vêtements. C'est au gré du vent des intérêts. Ça dépend dans quel sens, dans quelle direction ils soufflent. Mais les Ottomans, eux, s'ils ont un accord, ils le respectent, sauf si l'adversaire le rompt. Et c'était souvent le cas. Et l'île de Morée entrera dans la vassalité des Ottomans. Vous allez voir maintenant la Salonique qui aujourd'hui s'appelle Thessalonique, c'est en Grèce. Je l'ai dit là tout à l'heure, la Thessalonique, la Salonique à l'époque, c'était l'une des provinces ottomanes les plus importantes. 3 éléments historiques sont importants à souligner. Premièrement, les Juifs d'Espagne, qui suite à la Reconquista catholique, se sont retrouvés expulsés d'Espagne, persécutés par les rois catholiques. L'Empire ottoman va accueillir les Juifs à bras ouverts et va les installer en Salonique, où ils peuvent vivre en paix. Les Juifs de Russie, qui subissent les pogroms, des persécutions initiées par les tsars, mais aussi par l'Église orthodoxe. À leur tour, beaucoup d'entre eux vont fuir la Russie, ils vont venir se réfugier en Thessalonique. 3e élément historique très important, c'est que Thessalonique était l'une des provinces les plus avancées de l'Empire ottoman sur le plan intellectuel, sur le plan politique, sur le plan social aussi. C'est une province très avancée sur tous les plans. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, la Salonique ou la Thessalonique deviendra le premier laboratoire où seront expérimentées les réformes ottomanes à l'occidental malheureusement, mais ce sont des réformes quand même, les réformes ottomanes à l'occidental que mènera le sultan Mahmoud II. On va découvrir qui est le sultan Mahmoud II, rahimahullah, plus tard, incha'Allah ta'ala. Et je rappelle que nous ne sommes pas là pour juger les personnages. L'éthique d'un historien musulman n'est pas de juger les personnages. On ne peut pas juger les personnages. On ne les juge pas. On juge les faits, pas leurs auteurs. Leurs auteurs, aujourd'hui, ils sont chez leur Seigneur. Et ils ne sont pas là pour se défendre.
Et le prophète nous a aussi appris une chose très importante qui doit, non seulement qui doit faire partie de notre éthique en tant que musulman, mais qui doit aussi faire partie, de l'éthique d'un historien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit La tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu. N'insultez pas les morts, car ils sont partis avec ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont fait. Donc pour nous ici, nous jugeons les faits et nous ne jugeons pas du tout leurs auteurs. Nous devons demander clémence et pardon à tous ces sultans, dont beaucoup d'entre eux avaient de bonnes intentions, même si quelquefois ils étaient mal conseillés, ils ont fait de mauvais choix. Ceci ne nous empêche pas de demander pour eux clémence et qu'Allah subhanahu wa ta'ala découvre de sa grâce et de son pardon. Allahumma amin. Donc c'est en raison de la présence d'une élite intellectuelle hautement instruite et très bien formée, c'est en raison de cela que le sultan Mahmoud II va expérimenter ses premières réformes, parce que les outils sont là, l'élite elle est là, pour les mettre en pratique. On verra ça plus tard. L'île de Morée, la voici. Vous la voyez ici. Donc l'île de Morée se trouve près de Athènes, près de la Grèce. Bataille de Plochnik et défaite ottomane. Je vais essayer de terminer Mourad Ier si nos frères organisateurs me le permettent. Je vois arriver de loin les responsables, mais je vais, avec leur autorisation, terminer Mourad Ier. Bataille de Plochnik et défaite ottomane. C'est la seule défaite que connaîtra Mourad Ier face à l'alliance scellée entre les Serbes et les Bosniaques. Les Serbes et les Bosniaques vont sceller cette alliance pour justement tenter de repousser, ou du moins de freiner l'avancée des Ottomans. Mais en réalité, cette défaite n'empêchera pas, ça on va le voir maintenant, Inch'Allah, cette défaite n'empêchera pas un brillant commandant ottoman du nom de Jandarli Ali Pacha, ou Ali Pacha. Ceci ne l'empêchera pas de faire des percées et de prendre plusieurs forteresses dans la Bulgarie non occupée. Parce qu'il faut savoir que les Ottomans, ils avaient une qualité. Toutes leurs défaites, surtout durant leur période de gloire, toutes leurs défaites, ils les transformaient en victoires. Les échecs devenaient des réussites. Regardez ici. Ils perdent une bataille, ils subissent une défaite cuisante, mais ceci ne va pas les empêcher d'avancer dans une autre direction. De transformer cette défaite, le moral n'est pas au bas. De transformer cette défaite en d'autres victoires. Ce que je perds ici, je le gagnerai donc ailleurs. Et le tsar, donc Ivan Shishman, qui avait toujours refusé de se plier aux Ottomans, qui était le tsar de la Bulgarie non occupée, la Bulgarie de l'Est. Ce tsar-là, voyant que la bataille de Plochnik n'a pas freiné, au contraire, bien au contraire, la bataille de Plochnik n'a pas freiné les Ottomans, elle leur a permis au contraire d'avancer encore plus loin du côté de la Bulgarie non occupée. Il va accepter de passer sous la vassalité des Ottomans, devenir vassal des Ottomans, et surtout, il va accepter de céder plusieurs villes, dont une ville qui s'appelle Silistra. Alors d'abord, situons le lieu de la bataille. Ça se trouve... non, c'est pas ici. La bataille de Plochnik, aujourd'hui, cette ville ou cette région s'appelle Proculpieu. Proculpieu, c'est en Serbie, aujourd'hui. Et donc, je cherche... Oh, mon curseur, il est là. Proculpieu est là, elle est ici. Vous la voyez? Eh bien, c'est là que s'est passée cette bataille qui se termina, comme je l'ai dit, par la défaite donc, des Ottomans. Vous avez ici le tsar Ivan Shishman qui va passer sous l'autorité des Ottomans. Et le fief de ce sultan, de ce tsar, c'était ici. C'est Veliko Tarnovo. En fait,
C'est amusant parce que tout ça, en dehors de ça, tout ça ici est annexé par les Ottomans. C'est énorme. Le reste ici, tout ce qui est du côté nord-est, c'est là que s'exerce l'influence du tsar Ivan Shishman. Et parmi les villes qui va céder, Silistra, elle est là, tout au nord. Vous comprenez maintenant pourquoi les Ottomans veillent à neutraliser toute la zone qui entoure Constantinople avant de la faire tomber. Bataille du Kosovo, on va terminer là-dessus avec l'autorisation de mes frères, Inch'Allah. Bataille du Kosovo. Après la victoire de Plochnik, les Européens, les nations européennes chrétiennes ont repris de l'espoir. Enfin, on a réussi à les battre. Et vu qu'ils ont repris de l'espoir, ils ont décidé de faire un front commun et d'aller plus loin. Et lorsque le sultan Mourad Ier a appris que que cette alliance chrétienne marchait donc dans sa direction, il a décidé d'abandonner le front de l'Anatolie où il était en train de mater quelques émirats turcs rebelles et récalcitrants, et il se dirigea directement en direction du Kosovo. Directement. Après un premier revers, parce que l'aile droite de l'armée ottomane avait été durement frappée, Mourad Ier qui se bat lui-même sur le front. Il n'est pas derrière. Il est à l'avant-garde de son armée, il se bat avec ses soldats. Mourad Ier et les Ottomans reprennent le dessus avec une victoire écrasante. Écrasante. Et c'est ainsi que le Kosovo intègre l'Empire ottoman, devient une province ottomane. Et c'est là que l'invocation faite et formulée par Mourad Ier, rahimahullah, que Dieu le couvre de sa clémence, de sa grâce, c'est là que son invocation sera exaucée et tombera martyr au Kosovo. Comment ? Pendant qu'il se déplaçait sur le champ de bataille et qu'il observait les blessés et les morts des deux camps, il y avait un soldat serbe. Certains disent que c'était le fils d'un roi serbe, Lazare. Ce soldat serbe blessé s'est levé et a voulu se rapprocher de Mourad Ier. Ses gardes l'ont empêché. Les gardes du sultan, les soldats qui étaient autour du sultan l'ont empêché. Alors il a dit, il a fait savoir au sultan Mourad Ier qu'il voulait parler au sultan et il a fait croire qu'il voulait se convertir à l'islam. Alors Mourad Ier, lui faisant confiance, l'a laissé approcher. Dès qu'il l'a approché, il l'a poignardé. Il a poignardé et bien sûr, il est tombé sur ce front-là et son fils Bayazid Ier, ou plutôt Bayazid, a été sur le champ désigné comme successeur, sur le champ de bataille, comme successeur de son père. Ainsi il devient Bayazid Ier. Alors quelles sont les grandes réalisations de ce sultan ? Création d'un ministère des Finances, développement des janissaires, il va développer les janissaires. Intégration des meilleurs hommes de son état dans son diwan. Rappelez-vous ce que j'ai dit là tout à l'heure. Il va faire d'Andrénople, son projet c'est de voir naître une élite très compétente. Et les meilleurs hommes, savants, scientifiques, hommes donc lettrés, instruits, commandants militaires, il va tous les intégrer. Toutes les compétences, il va les intégrer dans son diwan. C'est ce que nous, on ne fait pas aujourd'hui. On critique nos pays musulmans qui pratiquent, dans certaines administrations, pratiquent le népotisme, la complaisance, en ne mettant pas les bonnes personnes au bon poste. Mais dans nos organisations, dans nos projets islamiques, on fait la même chose. À peu près cela, on fait la même chose. On a beaucoup, au nom de la fraternité, on se permet beaucoup de choses. Ici, le sultan Mourad Ier va intégrer les meilleurs hommes de son état. Parce qu'il va recenser, ressources humaines, il va recenser toutes les compétences qu'il y a. Il va les intégrer dans son diwan parce qu'il a besoin d'eux. Ce sont eux le poids, le cerveau de l'État, ce sont eux. Alors ici, on tire aussi une leçon à nous aussi, également, Inch'Allah Ta'ala, dans tous nos projets, d'intégrer les meilleures compétences afin de pouvoir réussir ce que nous entreprenons. Et aussi, sur 29 ans de règne, son territoire va s'agrandir 5 fois. Il passera de 95 000 km², de 95 000 km² à 500 000 km² en 29 ans. Ce qui est énorme. Installation dans les Balkans et propagation de l'islam
dans cette zone. Je rappelle ce que j'ai dit lors du séminaire précédent. L'armée ottomane, lorsqu'elle arrive quelque part, il y a une deuxième armée qui est derrière. C'est une armée de missionnaires, de savants, de prédicateurs, qui accompagnent l'armée, qui instruit l'armée et qui en même temps est là pour propager l'islam donc dans ces provinces. Ce n'est pas seulement une conquête par le sabre, c'est aussi une conquête par la foi. C'est important à souligner ça. Durant son règne, il va hisser l'Empire ottoman au rang de puissance crainte et respectée. Toutes les nations européennes vont courtiser les Ottomans. Ils vont s'attirer les amitiés de cette nouvelle puissance. Et surtout, ils vont reconnaître, officiellement et diplomatiquement, ils vont reconnaître l'existence d'une puissance musulmane qui a posé pied en Europe. Ce qui était impensable avant. Et je termine par cette très belle parole. Dite par un historien byzantin. C'est avec ça que je conclue, Inch'Allah Ta'ala. Il y a un historien byzantin qui s'appelle Nadilas, qui nous a fait part d'une qualité du sultan Mourad Ier. Il dit de lui, c'est un chrétien, donc c'est un orthodoxe, il disait, il traitait ses sujets, parlant de Mourad Ier, il traitait ses sujets avec beaucoup de bienveillance, sans considération pour la race ou la religion. Un historien français qui s'appelait Crinard, il disait Mourad Ier était l'un des grands hommes de la famille de Uthman. Et si nous devions évaluer sa personnalité, nous la retrouverons bien au-dessus de la personnalité de la plupart des monarques chrétiens d'Europe de l'époque. Donc on voit la place qu'occupait Mourad Ier, c'était un grand homme d'État de son époque, reconnu même par des historiens occidentaux qui le reconnaissaient ses mérites et ses qualités, rahimahullah. Et Inch'Allah Ta'ala, je vous montre rapidement la carte. Vous voyez, regardez. Voilà à quoi ressemblait l'Empire ottoman en 1300. En 1300 jusqu'à 1359, ce qui est en orange. En jaune, de 1359 à 1450. Et voilà, ça c'est tout ça ici, c'est plus ou moins ce que sera le territoire à l'époque de Mourad Ier. Bon, il y aurait une suite parce que 1451 c'est bien après lui, mais ça représente plus ou moins une bonne partie de tout ça. Vous comprenez maintenant pourquoi le territoire c'est grandement élargi de 95 000 km² à 500 000 km², c'est immense. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, après la pause pour le 4e sultan Bayazid Ier, surnommé Yildirim, la foudre. Barakallahu fikum. Et à tout à l'heure, Inch'Allah.